Autrefois, s'étendaient ici à perte de vue des forêts primaires. Pour nos ancêtres, c'était un lieu de légende. Un royaume mystérieux si vaste que personne n'en connaissait les limites. Un océan de verdure recouvrait jusqu'au plus haut sommet. Et des cascades aux eaux transparentes dévalaient le flanc des montagnes. Dans les vallées en contrebas, cette eau engendrait la vie. Des milliards d'espèces peuplaient ces terres sauvages. Les rivières grouillaient de poissons. Le ciel était rempli d'oiseaux. Et des animaux redoutables foulaient le sol. C'était quelque part en Europe, il y a plusieurs millénaires. L'homme faisait alors partie intégrante de ce paysage spectaculaire. Mais au fil du temps, il en est venu à considérer la nature comme un ennemi à conquérir pour exploiter ses richesses. Aujourd'hui, comme par miracle, la vie sauvage renaît lentement dans cette région qu'on surnomme les montagnes du Loup. À cheval entre la Slovaquie, la Pologne et l'Ukraine, les montagnes du Loup font partie de la chaîne des Carpates orientales. Le surnom qui leur a été attribué remonte au Moyen Âge et témoigne de la présence de cet animal depuis des temps très anciens. Rares sont les hommes qui osent s'y aventurer, car c'est le fief d'une multitude de prédateurs et de proies qui cohabitent au sein d'un des écosystèmes les plus complexes d'Europe. Fascinés par l'existence de ce paradis perdu en plein cœur du vieux continent, 3 documentaristes slovaques ont décidé d'explorer cette région. Ils veulent montrer comment peu à peu, la nature reprend ses droits. Mais travailler dans un tel environnement n'est pas facile. Ils espèrent filmer des espèces qui avaient presque disparu, comme les bisons, les castors et les loups, et dont le retour est significatif. Ces animaux sont farouches, mais les 3 hommes ne veulent pas recourir à des moyens artificiels pour les attirer. Au cours des 2 prochaines années, ils vont faire preuve d'une patience et d'une ingéniosité infinie. Ils se sont fixés comme premier objectif de trouver les plus grands herbivores qui sillonnaient autrefois la forêt primaire, les bisons. Mais pour cela, ils doivent attendre les premières neiges. Il y a une 50aine d'années, une petite harde de bisons d'Europe a été réintroduite dans la partie polonaise des montagnes du Loup. Aujourd'hui, ce sont leurs descendants qui se sont appropriés les lieux. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres pour espérer les apercevoir. Seules des traces profondes dans la neige révèlent leur présence. Malgré sa taille imposante, le bison est un animal étonnamment farouche, qui ne se laisse pas approcher. Voir un troupeau comme celui-ci, c'est un peu comme remonter dans le temps. C'est une fenêtre ouverte sur un monde qu'on croyait à jamais perdu.
Ces mammifères massifs évoquent notre passé préhistorique. Une époque où les aurochs et les chevaux sauvages peuplaient cette région. Comme leurs ancêtres, les bisons se nourrissent de nombreuses variétés de plantes et transforment parfois profondément leur habitat. Ici vivent également les représentants d'une des races de poneys sauvages les plus anciennes d'Europe, les Houssouls. L'hiver, ils broutent les pousses enfouies sous la neige et l'écorce de certains arbres. Les arbres ne survivent pas à leur gourmandise, mais paradoxalement, ce comportement destructeur a aussi des conséquences bénéfiques. Il donne naissance à des clairières qui abritent des milliers d'autres espèces. Pourrait-on rêver d'une gestion plus naturelle de la forêt? Au bout de plusieurs jours, l'équipe parvient à se rapprocher des bisons. Cette harde compte près de 300 individus. Il s'agit de la plus grande population dans l'ensemble de la chaîne des Carpates. Ce chiffre est encore largement en deçà de celui des siècles précédents, mais les spécialistes pensent qu'il continuera à augmenter. Les 3 documentaristes espèrent qu'ils auront à nouveau l'occasion de croiser ces magnifiques bovidés. L'animal le plus insaisissable et le plus controversé des Carpates en est aussi le principal prédateur. Le loup. Il faut beaucoup de chance pour parvenir à le filmer dans son environnement naturel. À la fin de l'hiver, les indices de sa présence sont bien visibles. Mais il est en revanche impossible de le voir. L'homme entretient avec le loup une relation séculaire assez particulière. Nos ancêtres le vénéraient. L'homme et le loup avaient d'ailleurs beaucoup en commun. Les 2 espèces vivaient en groupe et s'attaquaient aux mêmes proies, avec les mêmes tactiques. Pour se préparer à la chasse, les hommes chantaient. C'était pour eux une façon de se donner du courage. Les loups, eux, hurlaient. À partir du Moyen Âge, cette relation a complètement changé et l'homme s'est mis à traquer le loup. Au début du XXe siècle, l'espèce était au bord de l'extinction. Les quelques meutes restantes se sont réfugiées dans les forêts et ont appris à éviter les hommes. Les 3 documentaristes ont mis 6 mois avant de repérer pour la première fois cet animal mythique. Dans une petite clairière, 2 adultes et un jeune marquent leur territoire. Quelques secondes plus tard, ils ont disparu. Afin de mettre toutes les chances de son côté, l'équipe a installé des caméras à déclenchement automatique aux endroits de passage présumés des loups. Lorsqu'elle visionne les images, elle découvre que l'un d'eux s'est aventuré sur le territoire des castors.
Comme les bisons et les loups, les castors ont été presque complètement exterminés en Europe. Pour les chasseurs préhistoriques, c'était une source de nourriture facile à trouver, abondante, inoffensive et riche en protéines. Au Moyen Âge, le castor était chassé pour les propriétés soi-disant curatives de ses glandes sexuelles. De plus, on pensait alors que cet animal était en partie poisson à cause de sa queue couverte d'écailles et de ses pattes palmées. Ces parties de son corps étaient donc très recherchées les jours où il était interdit de consommer de la viande. Et comme ces jours pouvaient représenter près de la moitié de l'année, on comprend que le castor soit devenu une espèce menacée. Pourtant, il est parvenu à survivre, et aujourd'hui il est de retour dans son habitat initial. Dans la partie polonaise des montagnes du Loup, les traces de ses activités sont particulièrement visibles. Les castors transforment de manière spectaculaire les petits cours d'eau près desquels ils vivent. Ils sont d'une telle voracité qu'ils défrichent eux aussi des clairières, où s'épanouissent les plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. À mesure qu'ils construisent des barrages, les castors créent aussi un réseau complexe d'étangs et de marécages qui grouillent de vie. Ces zones humides sont une aubaine pour les prédateurs, comme les cigognes noires et de nombreuses autres espèces d'oiseaux. Énormément d'animaux profitent des talents de bâtisseurs des castors. Certains utilisent leurs barrages pour traverser les cours d'eau. Mais d'autres s'en servent pour s'attaquer aux rongeurs eux-mêmes. L'abondance de nourriture dans ces zones inondées attire aussi les loups, mais ils ne chassent que la nuit. Un soir, l'équipe perçoit leur hurlement au loin. Puis la meute se rapproche et elle entend distinctement le jappement des louveteaux.
Il y aura sans doute du castor au menu. Les loups ont beau être tout près, il est peu probable que les 3 documentaristes parviennent à les filmer en action dans la zone marécageuse de la forêt. Ils décident de tenter leur chance plus haut, dans la montagne, dans les espaces plus dégagés où les loups ne peuvent pas se cacher. L'herbe fraîche des prairies alpines attire les cerfs et les chevreuils en grand nombre. Les proies les plus vulnérables sont les faons. Ils doivent se méfier des loups. Malgré cela, pendant les mois d'été, cerfs et chevreuils mènent une existence presque insouciante. Ce jeune chevreuil s'amuse à se battre contre un adversaire imaginaire. En dépit de la présence de proies aussi tentantes, les loups restent invisibles. Les cerfs, en revanche, aiment se faire voir et entendre. L'été touche à sa fin. C'est le début de la saison du rut. Les forêts résonnent d'une véritable cacophonie, le brame des mâles. Pendant plusieurs semaines, ils rivalisent pour attirer l'attention des femelles. Les plus expérimentés règnent sur un véritable harem qu'ils défendent farouchement. Un an a passé depuis le début du tournage et les loups sont toujours aussi discrets. Les 3 documentaristes ont décidé de s'aventurer le long d'un important cours d'eau du côté polonais. Les habitats fluviaux sont généralement fertiles et attirent de nombreuses espèces. Mais en Europe, la plupart des rivières sont des zones très peuplées et longées par des routes. La présence des hommes fait fuir la faune vers des secteurs où elle a plus de mal à survivre. Sur cette section de la Sanne, il n'y a pas d'habitation et une faune considérable s'est multipliée.
C'est un endroit de passage emprunté par un nombre inhabituel d'animaux. On peut les filmer du matin au soir en train de se rafraîchir ou de chercher à manger. Les animaux n'ont aucun endroit où se cacher. En l'espace de quelques jours, les 3 documentaristes en voient et en filment davantage que sur toute l'année déjà écoulée. Soudain, un ours brun énorme surgit de la forêt pour venir se baigner. Il est rare de pouvoir admirer ainsi un des plus grands mammifères d'Europe. Quelques jours plus tard, nouvelle bonne surprise. Un loup solitaire apparaît sur l'autre rive. Son ventre plein donne à penser qu'il vient de manger et qu'il a caché sa proie tout près. Très vite, il s'enfonce de nouveau dans les profondeurs de la forêt. La rivière est également fréquentée par un des plus grands troupeaux de bisons de la région. Les bisons passent le plus clair de leur temps à brouter la végétation dense qui tapisse les berges. Ils traversent régulièrement d'une rive à l'autre. Il leur arrive aussi de rester pendant plusieurs heures d'affilée au milieu de l'eau, où ils sont en sécurité. Quand ils remontent la rivière, la terre semble trembler sous leurs sabots puissants.
Les hardes sont constituées principalement de femelles et leurs petits, plus quelques jeunes mâles. Mais pendant la saison des amours, ils sont rejoints par les mâles adultes, dont certains pèsent jusqu'à 1 tonne. Un mâle a jeté son dévolu sur une femelle. Il se met à la suivre. Il se montre avec elle d'une délicatesse surprenante. Un peu plus loin, de vieux mâles affrontent leurs rivaux à l'écart du troupeau. L'un d'eux redescend à la rivière après un combat violent. Par chance, il n'est que légèrement blessé. Mais il arrive que les bagarres se soldent par la mort d'un des protagonistes. Un autre loup solitaire vient se désaltérer sur la rive opposée. Le lendemain, aucun signe des loups. Mais l'ours brun est de retour. Quand l'ours finit par revenir, la nuit est presque tombée et les berges grouillent d'animaux. Un sanglier intrépide défie l'ours. Celui-ci a la sagesse de battre en retraite. Les ours bruns descendent à la rivière en quête de pommes, tombées des arbres. En Europe, les ours sont principalement végétariens. Mais les plus gros n'hésitent pas à s'approprier les restes des loups. Autrefois, lorsque les herbivores étaient plus nombreux dans les forêts et que les cours d'eau regorgeaient de poissons, les ours se nourrissaient essentiellement de chair animale, d'où leur taille nettement plus imposante qu'aujourd'hui.
Jusque dans les années 1950, des saumons et des truites de mer remontaient le cours de la Sanne. Mais la construction d'un barrage a mis fin à leur migration. S'ils revenaient, des ours pêcheraient peut-être de nouveau comme leurs cousins d'Alaska. La faune qui peuple les bords de la Sanne est d'une richesse extraordinaire. Pourtant, sans l'ingérence des hommes, les populations animales seraient bien plus importantes et les occasions d'apercevoir des loups et des ours plus fréquentes. Cette région sauvage et préservée donne une idée de ce que le monde naturel serait sans la présence humaine. Le seul secteur des montagnes du Loup qui soit strictement protégé est le parc national des Bieszczady en Pologne. Mais tout ce qui est situé en contrebas ne l'est pas. C'est dans ces zones ouvertes à la chasse et à l'exploitation du bois que les animaux migrent pendant l'hiver. Aujourd'hui, sur la partie inférieure des versants, la forêt primaire a disparu. Le seul vestige qui en reste se trouve dans la partie ukrainienne. C'est un chêne vieux de 1200 ans. Des aurochs et des chevaux sauvages, espèces aujourd'hui disparues, ont dû passer sous ses branches. Mais plus haut, des vestiges de cette forêt ont subsisté. Ces poches constituent d'ailleurs un des écosystèmes les plus variés d'Europe. Une des forêts les mieux préservées se trouve sur la partie slovaque des montagnes du Loup, dans le parc paysager régional de Stušica. Ici, certains arbres mesurent jusqu'à 56 mètres de haut, pour une circonférence de 2 mètres. Cette forêt primaire de hêtres et de sapins abrite des centaines d'espèces d'oiseaux, d'insectes et d'arachnides, de champignons et d'amphibiens comme la salamandre. Des dizaines d'espèces d'oiseaux y vivent, dont 8 espèces de pics, un record pour une forêt européenne. Sur un hêtre, l'écorce se détache du tronc. Un grimpero en a profité pour y aménager son nid, à l'abri des regards. C'est l'endroit idéal pour cacher sa nichée. La chevêchette d'Europe, quant à elle, s'installe dans les trous creusés par un pic. Malgré sa petite taille, c'est un prédateur redoutable qui s'attaque aussi bien à d'autres oiseaux qu'à des rongeurs. Dans la forêt primaire vivent aussi plusieurs espèces rares de chouettes, comme la chouette de l'Oural.
Mais la forêt reste avant tout l'habitat des loups. Ils se faufilent à l'ombre des arbres pour mieux surprendre leur proie. Les caméras à déclenchement automatique installées pendant l'été ont finalement saisi des images de ces prédateurs en quête de nourriture. C'est l'hiver dans les montagnes du Loup. Une saison particulièrement difficile pour tous les animaux. Les herbivores, comme les bisons, les cerfs et les chevreuils, sont obligés de descendre dans les vallées. La neige y est moins épaisse et la nourriture plus facile à trouver. La nuit, la température tombe parfois à -20. Mais les rives de la Sanne sont toujours aussi fréquentées. L'hiver, les animaux doivent recourir à d'autres tactiques pour survivre. Certains trouvent à manger sous l'eau, d'autres se nourrissent d'écorce. Et les plus paresseux se contentent de fouiller le sol, sous la couche de neige. La famille de sangliers déjà filmée cet été est de retour à la rivière. Les petits ont grandi. Mais seuls les plus résistants survivront. Cela dépend non seulement de leur capacité à trouver de la nourriture, mais aussi de la condition physique dans laquelle ils abordent la mauvaise saison. S'ils ont fait suffisamment de réserves, ils auront de meilleures chances de passer l'hiver. Pourtant, l'hiver présente certains avantages. Les restes abandonnés par les loups représentent un repas de choix pour d'autres animaux. Dans le cycle éternel de la vie et de la mort, rien ne se perd. En général, les martres chassent de petits animaux et des oiseaux. Mais à la mauvaise saison, elles apprécient également les fruits.
Cette année, l'hiver est plus froid que d'habitude. Les températures ont chuté à -30. La rivière est presque totalement gelée, mais c'est le seul endroit qui ne soit pas recouvert d'une épaisse couche de neige. Cela permet aux loups de chasser plus facilement. La meute reste pourtant invisible, à part un solitaire qui s'est aventuré brièvement hors de la forêt. Quelques jours plus tard, les températures remontent. C'est le début du dégel. Les 3 documentaristes ont passé 500 jours en pleine nature. Le moment est venu pour eux de quitter la forêt de leurs rêves. Dans les montagnes du Loup, les occasions sont rares d'apercevoir l'animal qui a donné son nom à cette région sauvage. Mais ce prédateur très discret règne sans partage sur un écosystème d'une variété extraordinaire. Les uns après les autres, les animaux émergent de la brume qui s'élève de la Sanne. Ils sont le symbole du renouveau de la nature sauvage au cœur de l'Europe. C'est une région splendide, grouillante de vie, et peuplée d'espèces majestueuses ou plus modestes. Des bisons parcourent les plaines et les forêts. Des ours patrouillent le long des rivières. Des castors transforment les cours d'eau et créent de nouveaux habitats. En Europe, les générations actuelles ont rarement l'occasion d'admirer une nature aussi authentique. Pour cela, il faut aller en Afrique ou en Amérique du Nord. Aujourd'hui pourtant, les Européens commencent à prendre conscience de l'importance de cette renaissance et des possibilités qu'elle offre. Même ici, dans les montagnes du Loup, la nature n'est pas encore suffisamment préservée. Les secteurs protégés restent limités.
L'homme a exploité la nature pendant des siècles. Le moment est à présent venu pour lui de rembourser sa dette. Ainsi, peut-être pourra-t-il un jour regagner le respect de son compagnon d'autrefois.